Mon fils a cédé ma chambre à mes beaux-parents et m'a proposé d'aller vivre dans une niche pour chiens. Si cette histoire touche votre cœur, laissez un like et dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà vécu l'ingratitude d'un enfant? Votre expérience pourrait aider d'autres qui traversent la même chose. Vous n'êtes pas seul dans cette douleur. Je m'appelle Pierre Dubois, j'ai 74 ans, et aujourd'hui je vous raconte l'histoire la plus douloureuse et en même temps la plus libératrice de ma vie. Une histoire qui commence par l'humiliation la plus profonde qu'un père puisse subir et se termine par une leçon de dignité que mon fils n'oubliera jamais. C'était le 15 mars 2024, un vendredi qui aurait dû être comme tous les autres. Au lieu de cela, c'est devenu le jour où j'ai découvert jusqu'où peut aller l'ingratitude de ceux qu'on a élevés avec amour. Je vis à Lyon depuis toujours, dans le quartier de la Croix-Rousse, dans une maison que j'ai achetée en 1978 avec les économies d'une vie de travail comme maçon. 45 ans de chantier, de soleil brûlant l'été et de froid mordant l'hiver, de mains abîmées par le ciment et la chaux. Mais surtout, 45 ans de sacrifice pour construire quelque chose de solide pour ma famille. La maison a 2 étages avec un petit jardin à l'arrière où ma femme Monique cultivait les tomates et le basilic qui embaumaient tout l'été. Monique est morte il y a 3 ans, me laissant seule avec les souvenirs de 40 ans de mariage et la pension de réversion qui s'ajoutait à la mienne. Nous avons élevé 2 enfants, Marie, qui vit à Marseille et est institutrice, et Jean-Luc, mon aîné, qui a 45 ans et vit ici avec moi, avec sa femme Sylvie et leurs 2 enfants, Camille, 16 ans, et Thomas, 14 ans. Après la mort de Monique, la cohabitation avec Jean-Luc et sa famille était devenue mon salut. Je ne me sentais plus seul, la maison redevenait pleine de voix et de vie. Je pensais être utile, aider avec les petits-enfants, contribuer aux frais de la maison avec ma retraite de 1 200 € par mois. Papa, tu es une bénédiction pour nous, me disait Jean-Luc quand je préparais le petit déjeuner aux enfants avant qu'ils partent à l'école. Je ne sais pas comment on ferait sans toi. Et j'y croyais. Je croyais être encore le patriarche de la famille, l'homme qui tenait tout ensemble. Ma journée commençait à 6 heures du matin. Je me levais, préparais le café dans la vieille cafetière que Monique avait achetée en 1985, réveillais les petits-enfants, les aidais à s'habiller et à prendre leur petit déjeuner. Puis je les emmenais à l'école avec ma vieille Peugeot 206, celle que j'avais achetée en 2010 et qui fonctionnait encore parfaitement malgré ses 14 ans. Pendant que Jean-Luc et Sylvie étaient au travail, lui ouvrier dans une usine de Vénissieux, elle vendeuse dans un magasin du centre-ville, je m'occupais de la maison. Je faisais les courses au marché de la Croix-Rousse, cuisinais les plats que Monique m'avait appris, nettoyais, repassais, réparais ce qui se cassait. Le soir, quand il rentrait, il trouvait tout prêt, le dîner chaud, les vêtements propres, la maison en ordre. « Papa, tu es un saint », me disait Sylvie en m'embrassant. Mes parents devraient prendre exemple sur toi. Les parents de Sylvie. Robert et Denise Moreau, 75 et 73 ans, qui vivaient dans un petit appartement à Vaux-en-Velin avec sa retraite minimum d'ancien ouvrier chez Renault et sa pension de réversion à elle. Un appartement au 4e étage sans ascenseur, avec l'humidité qui montait des murs et le chauffage qui marchait mal. Je les voyais parfois pendant les fêtes, des gens simples et honnêtes, qui parlaient toujours en patois et s'émouvaient quand ils voyaient les petits-enfants. Robert souffrait d'arthrose et marchait difficilement, s'aidant d'une cale en bois qu'il s'était fabriquée lui-même. Denise avait des problèmes de tension et devait prendre beaucoup de médicaments, qu'elle n'arrivait souvent pas à acheter tous ensemble par manque d'argent. Les pauvres, disait toujours Sylvie quand on parlait d'eux. Ils vivent dans ce trou, avec l'humidité qui entre par les murs. Robert a du mal à monter les escaliers, et quand il pleut, l'eau entre par la terrasse. Ce n'est pas une vie pour 2 personnes de leur âge. J'acquiesçais, compréhensif. C'étaient les parents de ma belle-fille, il était normal qu'elle s'inquiète pour eux. Et après tout, j'avais aussi 74 ans et je savais ce que signifiait vieillir. Mais ces derniers mois, quelque chose avait changé. Sylvie avait commencé à parler de plus en plus souvent des conditions de vie de ses parents, et Jean-Luc avait commencé à me regarder bizarrement, comme s'il évaluait quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre. « Papa », m'avait-il dit un soir de février, alors qu'on était assis dans la cuisine après le dîner, « tu te sens bien ici, n'est-ce pas ?»« Bien sûr, mon fils. C'est ma maison, notre maison. »« Oui, bien sûr. C'est juste que, eh bien,
parfois je pense que tu te sens peut-être seul. Peut-être que tu aurais besoin de plus d'indépendance, de plus d'espace pour toi. Je ne comprenais pas où il voulait en venir. Jean-Luc, je me sens bien comme ça. J'aime être avec vous, avec les enfants. Je me sens utile, je me sens faire partie de la famille. Oui, oui, bien sûr. C'était juste une pensée. Oublie ça. Mais cette pensée, comme je l'ai découvert après, était bien plus qu'une pensée. C'était le début d'un plan qui allait changer ma vie. Le 10 mars, Sylvie avait reçu un appel qui l'avait bouleversée. Sa mère était tombée chez elle en allant aux toilettes pendant la nuit et s'était cassé le col du fémur. Elle avait été hospitalisée à l'hôpital Édouard Herriot, et les médecins disaient qu'elle aurait besoin de mois de rééducation et qu'elle ne pourrait probablement plus jamais marcher comme avant. Je ne peux pas la laisser dans cet appartement, pleurait Sylvie ce soir-là, pendant que Jean-Luc la consolait et que je préparais une tisane pour la calmer. Les escaliers, l'humidité, le froid, elle mourait là-dedans. Et papa ne peut pas s'occuper d'elle tout seul, il a ses propres problèmes. Tu as raison, avait dit Jean-Luc. Il faut qu'on leur trouve une meilleure solution. On ne peut pas les abandonner. Mais où? Avec leur retraite, ils ne peuvent pas se payer une maison de retraite décente, et les appartements au rez-de-chaussée coûtent trop cher. Et puis, ce sont mes parents, je ne peux pas les envoyer chez des étrangers. Je les avais vus chuchoter entre eux pendant des jours, passer des coups de téléphone mystérieux, regarder des documents qu'ils cachaient quand j'entrais dans la pièce. Je pensais qu'ils cherchaient une solution pour les parents de Sylvie, et j'avais de la peine de les voir si inquiets. Si je peux aider d'une façon ou d'une autre, avais-je dit un soir, je suis là. Peut-être qu'on peut contribuer aux frais d'une maison de retraite, ou chercher un appartement plus adapté. Jean-Luc et Sylvie s'étaient regardés avec une expression bizarre. Merci, papa, avait dit Jean-Luc. On va y réfléchir. Puis, le 15 mars, le moment de vérité est arrivé. J'étais dans le jardin, en train de tailler les rosiers que Monique avait plantés des années auparavant et qui refleurissaient chaque printemps comme si elle était encore là pour s'en occuper, quand Jean-Luc est sorti de la maison avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Sérieuse, déterminée, mais aussi vaguement gênée. « Papa, il faut qu'on parle. Dis-moi, mon fils. C'est une situation délicate. Ça concerne les parents de Sylvie. » J'ai posé le sécateur et je l'ai regardé. « Comment va Madame Denise? Elle va mieux? » Mieux, merci. Les médecins disent qu'elle pourra rentrer chez elle la semaine prochaine. Mais voilà, ils ne peuvent plus vivre dans cet appartement. Ils ont besoin d'un endroit plus adapté, sans barrière architecturale, sans escalier, avec quelqu'un qui puisse les aider. Je comprends. Et qu'est-ce que vous avez décidé? Jean-Luc s'est éclairci la voix et a évité mon regard. On a pensé à les héberger ici. Temporairement, bien sûr. Juste le temps qu'ils se remettent et qu'on trouve une solution définitive. Ici? Mais où? Dans la chambre principale. Celle où tu dors. J'ai senti le monde trembler sous mes pieds. Ma chambre? Papa, essaie de comprendre. Ils sont âgés, ils ont des problèmes de santé. Ils ont besoin d'une grande chambre, avec salle de bain privée, au rez-de-chaussée. Toi, tu es plus jeune, plus en forme, plus autonome. Et moi, où est-ce que je dormirais? Jean-Luc a regardé par terre. On a pensé, eh bien, il y a la chambre d'amis au premier étage. Celle sans fenêtre. Celle que vous utilisez comme débarras. Papa, c'est juste temporaire. Juste le temps qu'il s'installe et qu'on trouve une autre solution. Mais je connaissais mon fils. Je l'avais élevé, je savais quand il mentait, je savais quand il essayait de me convaincre de quelque chose qui n'était pas vrai. Et je savais que « temporaire » voulait dire « pour toujours ». Jean-Luc, c'est ma maison. Je l'ai achetée, je l'ai payée avec 45 ans de travail. Je sais, papa. Et personne ne remet ça en question. C'est juste que, eh bien, ils ont plus besoin de cette chambre que toi. Tu peux t'adapter, eux non. Plus besoin. Comme si mes 74 ans et ma solitude ne comptaient pour rien. Comme si le fait que ce soit la chambre où j'avais dormi avec Monique pendant 40 ans ne signifiait rien.
Et si je disais non? Jean-Luc m'a regardé avec une expression que je n'oublierai jamais. Froide, calculée, impitoyable. Papa, j'espère que tu ne voudras pas être égoïste. Ce sont les parents de ma femme. C'est de la famille. Et puis, qu'est-ce que tu fais d'une chambre si grande? Tu es seul, tu n'as pas besoin de tout cet espace. Famille. Moi qui avais tout donné pour cette famille, je n'étais soudain plus assez famille pour mériter ma chambre à coucher. Ce soir-là, j'ai accepté. Quel choix avais-je? Me disputer avec mon fils? Créer des tensions dans la maison? Avoir vraiment l'air de l'égoïste qu'il avait dépeint? Gâcher ma relation avec les petits-enfants? J'ai déménagé mes affaires dans la chambre d'amis, un trou de 2 mètres sur 3 sans fenêtre, avec juste une lucarne qui laissait entrer peu de lumière. Le lit était un canapé lit inconfortable que Jean-Luc avait acheté d'occasion des années auparavant. L'armoire était minuscule et pleine de cartons, l'air était stagnant et sentait le renfermer. Mais je me suis dit que c'était temporaire. Que les choses redeviendraient bientôt normales. Que ce n'était qu'une question de quelques semaines. Les parents de Sylvie sont arrivés 3 jours plus tard. Robert marchait avec sa canne et une béquille, Denise était encore fragile à cause de sa chute et se déplaçait lentement. Je les ai accueillis gentiment, j'ai aidé à les installer dans ma chambre, j'ai fait comme si tout était normal. Pierre, tu es un ange, m'a dit Denise les larmes aux yeux. Je ne sais pas comment te remercier. Tu es un homme en or. Il n'y a pas de quoi, madame. On est famille. Oui, mais tout le monde ne ferait pas ce que tu fais. Laisser sa propre chambre, ses propres espaces, tu es un saint. Mais dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à comprendre que ma vie avait changé pour toujours. Ma chambre à coucher, celle où j'avais dormi avec Monique pendant 40 ans, était devenue territoire interdit. Je ne pouvais plus y entrer, je ne pouvais plus prendre mes affaires sans demander la permission, je ne pouvais plus sentir le parfum de Monique qui flottait encore entre ses murs. Papa, tu pourrais frapper avant d'entrer, m'avait dit Sylvie après que je sois entré pour prendre une chemise que j'avais oubliée. Mes parents ont besoin d'intimité. Intimité. Dans ma chambre. Dans la chambre où j'avais pleuré la mort de Monique, où j'avais gardé nos souvenirs les plus intimes. La chambre d'amis était un cauchemar. Sans fenêtre, avec l'air qui ne circulait jamais, le plafond bas qui m'oppressait, le bruit des pas d'en bas qui me réveillait constamment. Le canapé-lit était inconfortable, j'avais mal au dos, et le matin je me levais plus fatigué que quand je me couchais. Mais le pire restait à venir. Une semaine après leur arrivée, pendant que je préparais le dîner, j'ai entendu Jean-Luc et Sylvie parler dans le salon. Ça ne peut pas continuer comme ça, disait Sylvie. La maison est trop petite pour tout le monde. Ton père se plaint toujours, il fait du bruit tôt le matin quand il prépare le café, il occupe la salle de bain quand mes parents en ont besoin. Tu as raison, répondait Jean-Luc. Il faut qu'on trouve une solution. Peut-être qu'il pourrait aller chez ta sœur à Marseille. Ou dans une maison de retraite. Il y a des endroits corrects aussi, pas trop chers. Non, Marie a ses problèmes, et une maison de retraite coûterait trop cher. Et puis papa n'accepterait jamais. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas renvoyer mes parents, ils commencent juste à se remettre. Il y a eu un long silence, puis Jean-Luc a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. J'ai une idée. Mais je ne sais pas s'il aura le courage de l'accepter. Le lendemain, Jean-Luc m'a appelé dans le jardin. Il avait cette expression gênée de quelqu'un qui va dire quelque chose de terrible. Papa, on a un problème. Dis-moi. La cohabitation ne marche pas. On est trop nombreux dans la maison, il y a des tensions, les enfants se plaignent qu'ils n'ont plus de place. Jean-Luc, je n'ai jamais créé de problème. Je fais tout ce que je peux pour aider, pour ne pas déranger. Je sais, papa. Mais la situation est compliquée. Les parents de Sylvie ont besoin de soins, d'attention. Et toi, eh bien, tu as tes besoins, tes habitudes. Qu'est-ce que tu veux dire? Jean-Luc a montré le fond du jardin, où il y avait une vieille niche pour chiens qu'on avait construite des années auparavant pour Rex, notre berger allemand mort il y a 5 ans. C'était une structure en ciment, 2 mètres sur 1,5 mètre, avec un toit en tôle et une porte en bois. On a pensé à l'arranger un peu. Y mettre un lit,
une lampe, la rendre habitable. Ce serait comme un petit studio indépendant. J'ai regardé la niche, puis lui, puis encore la niche. Tu plaisantes? Papa, c'est juste temporaire. Juste le temps que les choses s'arrangent. Au moins tu aurais ton intimité, ton indépendance. Jean-Luc, c'est une niche. Une niche à chien. Ce n'est pas une niche, papa. C'est une dépendance. Un petit appartement indépendant. Plein de gens vivent dans des espaces plus petits. C'est une niche, Jean-Luc. Et tu le sais. Papa, essaie de comprendre. C'est la seule solution. Au moins tu n'aurais plus à supporter le bruit de la maison, tu n'aurais plus de problème avec les salles de bain occupées. J'ai regardé mon fils, l'homme que j'avais élevé, éduqué, aimé, et pour la première fois de ma vie j'ai vu un étranger. Et si je disais non? Papa, j'espère que tu seras raisonnable. Pense aux petits-enfants, pense à Sylvie, pense à ses parents. Ils ont besoin de stabilité. Pensez à tout le monde, sauf à moi. Jean-Luc, j'ai 74 ans. Je ne peux pas vivre dans une niche. Ce n'est pas une niche, papa. Et puis, c'est juste temporaire. Quand les parents de Sylvie iront mieux, quand on trouvera une solution définitive, tu reviendras dans la maison. Mais je savais que ce n'était pas vrai. Je savais qu'une fois arrivé dans cette niche, je n'en sortirais plus jamais. Ce soir-là, pendant que tout le monde dînait dans la maison, j'ai installé un matelas dans la niche. Jean-Luc avait fait installer une ampoule et avait mis une couverture militaire pour couvrir l'entrée. 2 mètres sur 1,5 mètre. Ciment brut. Humidité qui montait du sol. Le plafond si bas que je ne pouvais pas me tenir debout. L'odeur de moisissure et de chien qui ne partait jamais. J'ai dormi là la première nuit, recroquevillé comme un animal, entendant les bruits de ma maison de l'extérieur. Les rires, les conversations, la vie qui continuait sans moi. Mes petits-enfants qui regardaient la télévision, Sylvie qui parlait avec ses parents, Jean-Luc qui riait de quelque chose. La deuxième nuit a été pire. Il avait plu et l'eau était entrée sous la porte improvisée. Le matelas était mouillé, l'air était irrespirable, le froid me pénétrait dans les os. La troisième nuit, j'ai pleuré. J'ai pleuré pour Monique, qui si elle avait été vivante n'aurait jamais permis une chose pareille. J'ai pleuré pour ma dignité piétinée, pour mes 74 ans traités comme un fardeau. J'ai pleuré pour les 45 ans de travail qui m'avaient permis d'acheter cette maison, maintenant devenue une prison. Mais surtout, j'ai pleuré pour mon fils, qui était devenu un homme que je ne reconnaissais plus. Le matin du 4e jour, je me suis levé avec une décision prise. Je n'allais pas mourir dans cette niche. Je n'allais pas être rappelé comme l'homme qui avait accepté d'être traité plus mal qu'un animal. Je suis allé dans la maison, j'ai pris une douche, je me suis habillé avec mon meilleur costume et je suis sorti. « Où tu vas, papa ?» m'a demandé Jean-Luc. « J'ai des choses à régler. » Mon premier arrêt a été chez l'avocat, Maître Durand, qui avait suivi l'achat de la maison dans les années 70. « Maître Durand, j'ai besoin de revoir les documents de ma maison. » Naturellement, Monsieur Dubois. Il y a un problème? Disons que je veux clarifier quelques questions de propriété. L'avocat a sorti le dossier. La maison était à mon nom, Pierre Dubois. Seulement au mien. Monique n'avait jamais été copropriétaire, et bien sûr Jean-Luc non plus. Monsieur Dubois, vous êtes le seul propriétaire. Votre femme avait renoncé aux droits successoraux en faveur des enfants, mais tant que vous êtes vivant, la maison est à vous et à vous seul. Et si je voulais vendre? Vous êtes libre de le faire. C'est votre maison. Et si je voulais, disons, faire expulser des eaux indésirables? L'avocat m'a regardé attentivement. Monsieur Dubois, si quelqu'un vit dans votre maison sans votre consentement, ou si le consentement a été révoqué, vous pouvez faire valoir vos droits de propriétaire. Même s'il s'agit de mon fils? Même s'il s'agit de votre fils. La loi est claire, le propriétaire a le droit de disposer de sa propriété comme il l'entend. Je suis sorti du cabinet de l'avocat avec les idées claires. Mais avant d'agir, je devais faire autre chose. Je suis allé à la banque, à l'agence où j'avais mon compte depuis 40 ans. J'ai parlé avec le directeur, Monsieur Martin,
qui me connaissait bien. Monsieur Dubois, comment puis-je vous aider? Je voudrais savoir combien vaut ma maison, selon les cotations actuelles. Monsieur Martin a fait quelques vérifications. Selon les estimations du service des impôts, votre propriété vaut environ 400 000 euros. C'est une belle maison, dans un quartier très demandé. 400 000 euros. Une fortune pour un ancien maçon. Et si je voulais la vendre? Vous ne devriez pas avoir de problème. Le marché immobilier à la Croix-Rousse est très actif. On pourrait vous trouver des acheteurs rapidement. Et si je voulais acheter un autre bien immobilier? Avec cette somme, vous pourriez vous permettre un bel appartement. Peut-être plus petit, mais dans un quartier tranquille, sans problème de cohabitation. Je suis rentré chez moi avec un plan précis. Mais avant de le mettre en œuvre, je voulais donner une dernière chance à mon fils. Ce soir-là, après le dîner, j'ai demandé à Jean-Luc de parler en privé. Fils, il faut qu'on clarifie certaines choses. Dis-moi, papa. Je ne peux plus vivre dans cette niche. C'est humiliant, c'est dégradant. Je suis ton père, pas un chien errant. Jean-Luc a soupiré. Papa, je sais que ce n'est pas l'idéal. Mais c'est juste temporaire. Combien de temps temporaire? Je ne sais pas. Ça dépend de l'évolution de la situation avec les parents de Sylvie. Jean-Luc, j'ai 74 ans. Je n'ai pas le temps d'attendre que tu décides quoi faire de ma vie. Papa, essaie d'être patient. On fait de notre mieux pour tout le monde. Votre mieux? Votre mieux c'est me faire dormir dans une niche? N'exagère pas, papa. C'est un arrangement temporaire. Et puis, tu as ton indépendance. Et si je n'étais pas d'accord? Jean-Luc m'a regardé avec cette même expression froide d'il y a quelques jours. Papa, j'espère que tu ne voudras pas créer de problème. On a déjà assez de stress comme ça. Problème. J'étais devenu un problème. Jean-Luc, c'est ma maison. Je sais, papa. Mais c'est aussi notre maison. On vit ici depuis des années, les enfants ont grandi ici. Tu ne peux pas prétendre tout décider tout seul. Je ne peux pas prétendre décider dans ma maison. Papa, ne fais pas l'enfant. On est une famille, il faut qu'on trouve des solutions qui conviennent à tout le monde. Sauf à moi. Ce n'est pas vrai. On essaie de contenter tout le monde. En me faisant dormir dans une niche. Papa, arrête avec cette histoire de niche. C'est une dépendance. C'est une niche, Jean-Luc. Et tu le sais. Cette nuit-là, pour la dernière fois, j'ai dormi dans la niche. Mais cette fois je n'ai pas pleuré. Cette fois j'ai planifié. Le lendemain matin, pendant que tout le monde était sorti, j'ai fait mes valises. Pas beaucoup de choses, juste l'essentiel. Les vêtements, les photos de Monique, les documents importants, la montre que mon père m'avait offerte quand j'avais commencé à travailler. J'ai laissé un mot sur la table de la cuisine. Chers tous. J'ai décidé de partir. Je ne peux plus vivre dans ces conditions. Jean-Luc, tu as voulu me traiter comme un chien, maintenant tu vas voir ce que ça veut dire de vivre sans le propriétaire de la maison. Papa. Je suis allé dans un bed et breakfast du centre-ville, un endroit sympa et propre où j'ai pris une chambre pour une semaine. Puis j'ai appelé l'avocat. Maître Durand, je veux vendre la maison. Tout de suite. Monsieur Dubois, vous êtes sûr? C'est une décision importante. Je suis très sûr. Et je veux que mon fils et sa famille déménagent dans les 30 jours. Puis-je vous demander pourquoi? Je lui ai tout raconté. La niche, l'humiliation, le traitement que j'avais reçu. L'avocat a secoué la tête. Monsieur Dubois, je suis désolé. Personne ne devrait être traité comme ça, surtout dans sa propre maison. Vous pouvez m'aider? Certainement. Je vais préparer tout de suite la documentation pour la vente et la mise en demeure d'expulsion. Le lendemain, Jean-Luc a reçu la lettre recommandée. Je l'ai su parce qu'il m'a appelé tout de suite, en criant au téléphone. Papa, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que ça veut dire cette lettre? Ça veut dire que j'ai vendu la maison. Tu ne peux pas. C'est notre maison. C'est ma maison,
Jean-Luc. Seulement la mienne. Et j'ai décidé de la vendre. Mais où on va aller? Les enfants, Sylvie, ses parents. Ce n'est plus mon problème. Papa, tu ne peux pas faire ça. On est famille. Famille. Tu m'as fait dormir dans une niche. C'est ça ton idée de la famille. C'était juste temporaire. Tout est temporaire, Jean-Luc. Même la patience d'un père. Papa, rentre à la maison. On va en parler. Ce n'est plus ma maison. Je l'ai vendue. À qui? À une jeune famille avec 2 enfants. Des gens qui savent apprécier une belle maison. Il y a eu un long silence, puis Jean-Luc a commencé à pleurer. Papa, je t'en prie. On ne peut pas finir comme ça. Comment tu voulais qu'on finisse, Jean-Luc? Avec moi qui meurs dans cette niche? Non, papa. On aurait trouvé une solution. Vous l'avez déjà trouvée. La niche. Papa, excuse-moi. J'ai fait une erreur. Je le reconnais. C'est trop tard pour les excuses, fils. Où tu vas aller? J'ai acheté un appartement à Caluire-et-Cuire. Petit, mais avec vue sur le Rhône. Et surtout, avec une vraie chambre à coucher. Dans les jours qui ont suivi, Jean-Luc a tout essayé. Il est venu au bed et breakfast, il m'a envoyé les petits-enfants, il a fait intervenir Marie de Marseille. Papa, m'a dit Camille en pleurant, tu ne peux pas nous laisser sans maison. Ma petite, je ne vous laisse pas sans maison. Votre père a fait des choix, maintenant il doit en assumer les conséquences. Mais on va aller où? Je ne sais pas, ma chérie. Demandez à votre père. Marie aussi a essayé de me convaincre. Papa, Jean-Luc a fait une erreur, mais tu ne peux pas punir toute la famille. Marie, tu n'étais pas là. Tu n'as pas vu comment ils m'ont traité. Je sais, papa. Et Jean-Luc le regrette. Mais les enfants n'y sont pour rien. Les enfants apprendront que les actions ont des conséquences. Et que les grands-pères ne sont pas des chiens qu'on garde dans des niches. La vente a été finalisée en 2 semaines. Les nouveaux propriétaires, un couple de médecins avec 2 petits-enfants, étaient enthousiastes de la maison. Elle est magnifique, m'a dit la dame pendant la visite. On voit qu'elle a été aimée. Oui, j'ai répondu. Elle a été aimée pendant 45 ans. Le jour de l'acte notarié, Jean-Luc est venu chez le notaire. Il avait les yeux rouges, il semblait avoir vieilli de 10 ans. Papa, c'est vraiment nécessaire? Oui, Jean-Luc. C'est nécessaire. Et nous? Vous vous débrouillerez. Comme toutes les familles se débrouillent. Les parents de Sylvie n'ont nulle part où aller. Ils auraient dû y penser avant d'accepter ma chambre. Papa, ils ne savaient pas. Ils savaient très bien. Vous saviez tous. Après l'acte, j'ai donné à Jean-Luc un chèque de 50 000 euros. Qu'est-ce que c'est? Une aide pour vous trouver un logement. Je ne veux pas que mes petits-enfants finissent à la rue. Papa. Ce n'est pas pour toi, Jean-Luc. C'est pour eux. Mon nouvel appartement à Caluire-et-Cuire est petit mais parfait. 60 mètres carrés, 2 chambres, cuisine, salle de bain, et surtout une terrasse avec vue sur le Rhône. Le matin je me réveille et je vois le soleil qui se lève sur les monts du Lyonnais. Le soir je regarde les lumières de la ville qui s'allument une à une. C'est la paix, c'est le silence, c'est la dignité. Jean-Luc et sa famille ont trouvé une maison en location à Vaux-en-Velin, près des parents de Sylvie. Elle est plus petite que la nôtre, mais elle est à eux. Ils doivent se débrouiller, ils doivent faire des sacrifices, mais ils apprennent ce que ça veut dire de s'en sortir tout seul. Les petits-enfants viennent me voir tous les dimanches. Au début ils étaient en colère, ils ne comprenaient pas pourquoi le grand-père avait chassé leur famille. Mais petit à petit ils commencent à comprendre. Papy, m'a dit Thomas la dernière fois, papa dit que tu as bien fait. Vraiment? Oui. Il dit qu'à ta place il aurait fait pareil. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que cette maison est magnifique. Et je pense que papa a été bête. Camille aussi a commencé à comprendre. Papy, je suis désolé pour la niche. Je ne savais pas que tu dormais là.
Tu le savais, ma chérie. Vous le saviez tous. Oui, mais on ne pensait pas, on ne se rendait pas compte. Maintenant vous vous rendez compte? Oui. Et j'ai honte. Jean-Luc vient me voir une fois par mois. Il ne parle pas beaucoup, mais je vois dans ses yeux le remords, la conscience d'avoir fait une erreur. Papa, m'a-t-il dit la dernière fois, tu peux me pardonner. Je t'ai déjà pardonné, Jean-Luc. Mais je ne peux pas oublier. Je sais. Et je ne te le demande pas. Bien. Papa, je peux te demander quelque chose? Dis-moi. Tu es heureux ici? J'ai regardé le Rhône depuis la terrasse, j'ai senti le parfum du jasmin que j'ai planté dans les pots, j'ai pensé à ma nouvelle vie. Oui, Jean-Luc. Je suis heureux. Pour la première fois depuis 3 ans, je suis heureux. Ça me fait plaisir. Vraiment? Oui, papa. Ça me fait plaisir que tu sois heureux. Même si c'est sans nous. Ce n'est pas sans vous, Jean-Luc. C'est sans l'humiliation. Je sais. Et j'ai appris la leçon. Quelle leçon? Qu'un père n'est pas un chien. Et que la dignité n'a pas d'âge. Ce soir, en regardant le coucher de soleil depuis ma terrasse, je pense à Monique. Je lui raconte comment les choses se sont passées, comment j'ai trouvé le courage de me rebeller. Mon amour, je lui murmure, j'ai réussi. J'ai retrouvé ma dignité. Et j'entends, dans le vent qui vient du Rhône, sa voix qui me dit, bravo, Pierre. Tu as fait ce qu'il fallait. Oui, Monique. J'ai fait ce qu'il fallait. Ce n'était pas facile, mais parfois dans la vie il faut avoir le courage de dire stop. Il faut avoir le courage de revendiquer sa propre valeur, sa propre dignité. Mon fils a appris que l'amour d'un père n'est pas infini s'il n'est pas payé de retour par le respect. Il a appris que maltraiter ceux qui vous aiment a toujours un prix. Et moi j'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. À 74 ans on peut encore construire une nouvelle vie, basée sur le respect de soi. La niche est restée dans le jardin de la maison vendue. Les nouveaux propriétaires l'ont transformée en maisonnette de jeu pour leurs enfants. Elle est devenue un lieu de joie, pas d'humiliation. Et moi, dans mon appartement avec vue sur le Rhône, j'ai retrouvé ce que j'avais perdu, ma dignité d'homme et de père. Parce qu'à la fin, la plus belle maison n'est pas la plus grande ou la plus chère. C'est celle où on est respecté, où on est aimé, où on est traité comme on le mérite. Et ma maison, maintenant, c'est moi. Si cette histoire vous a ému, laissez un like et racontez-moi dans les commentaires, pensez-vous que Pierre a fait ce qu'il fallait? Avez-vous déjà dû revendiquer votre dignité en famille? Votre expérience pourrait aider d'autres qui vivent des situations similaires. Pour écouter la prochaine histoire, cliquez sur le cadre à gauche.